Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entretien de la rédaction de Storia Voce. Dans cette émission qui appartient à la catégorie Nos mémoires, je vous propose de découvrir un moment clé de la guerre de 1870, et ce moment, c'est le siège de Paris. Alors, il ne s'agit pas ici de revenir sur la chronologie des événements, mais de découvrir de l'intérieur un drame national qui fut également un drame familial et personnel pour beaucoup de Français. L'historien Thibaut Monbazet, que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui, vient de publier Une année terrible, histoire biographique du siège de Paris, 1870-1871, un livre qui vient de paraître aux éditions Passé Composé et qui est en fait la vie d'un certain Léon Lescoeur. Léon Lescoeur est un haut fonctionnaire, premier acteur et spectateur du début d'une décadence et d'un drame français. Alors, ce sont ses propres mots. Ces 157 lettres retrouvées et commentées de ce haut fonctionnaire par Thibaut Monbazet constituent le témoignage précieux d'une vie qu'il faut imaginer enfermée dans le Paris assiégé de 1870. Bonjour, Thibaut Monbazet. Merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes historien d'abord plutôt médiéviste. Vous avez commencé votre recherche en histoire médiévale, mais vous êtes surtout enseignant. Et vous écrivez aujourd'hui une histoire de la guerre franco-prussienne, mais pas une histoire, comme je l'ai dit, chronologique, mais vous parlez d'une histoire biographique du siège de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire biographique ? Quel est le projet de votre ouvrage ? L'idée était même avant tout de parler plutôt à l'échelle biographique, parce que le cœur de mon projet, le cœur de mon travail, c'était de comprendre ce qu'était un événement avant tout. Et selon moi, un événement, il y a quelque chose comme objet historique de très intéressant parce qu'il se trouve au confluent de l'intime et du collectif. Et donc ce que j'ai voulu faire à partir de cette source qui est une archive familiale, on y reviendra sans doute, c'était de comprendre justement comment on rentre dans un événement avec ses propres marges de manœuvre, ses souvenirs, sa façon de percevoir les événements et comment on le relie aussi plus tard, puisque on en reparlera également. Cette archive est duale, une archive sur le vif et une archive 30 ans plus tard. Alors, quelle est la première fois vous entendez parler de votre héros, donc Léon Lescoeur, qui est l'objet, qui est la personne que vous étudiez dans votre livre ? Il y a assez longtemps, parce que c'est un peu un ancêtre, un aïeul familial assez valorisé. Il y avait son portrait dans la salle à manger de la maison familiale à Pierre-Clos en Saône-et-Loire. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté depuis longtemps. Quand j'étais adolescent, on m'avait présenté justement ces lettres. Je m'intéressais déjà à l'histoire. On m'avait présenté ces lettres qui étaient soigneusement copiées dans des carnets, 4 carnets plus précisément, qui avaient été recopiés au début du XXe siècle. Et je les avais pour la première fois dactylographié quand j'avais 15 ou 16 ans, avec mon père à l'époque, plusieurs étés affilés. C'est quelques années après, avec la formation d'historien en plus et la méthode scientifique acquise, que je me suis décidé à retrouver et à reprendre ce texte, cette source familiale. Un petit peu, vous écrivez un peu l'histoire de votre famille finalement. Oui, c'est ce que je dis dans l'introduction, c'est une forme d'exorcisme aussi pour moi, quelque part de retrouver ses ancêtres, de les revisiter et de leur rappeler finalement qu'ils étaient aussi des êtres de chair et de sang. Alors vous parlez d'une double temporalité dans votre livre et cette double temporalité, elle est liée aux archives. Quelles sont ces archives ? Alors donc comme je le disais, il s'agit de lettres au préalable, 157 lettres écrites par ce Léon Lescoeur à sa femme et à sa famille entre août 1870 et janvier-février 1871. Et puis il y avait un dernier carnet, un 5e carnet. Et ce 5e carnet, c'est le récit du retour de Paris, et récit qu'il raconte, qu'il narre, qu'il écrit 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, en 1905. Quand il a repris, on le comprend aux annotations qui sont présentes sur les lettres, il reprend les lettres, il reprend sa propre correspondance, il la note, et puis il décide de rédiger un texte destiné à ses enfants et ses petits-enfants, donc destiné à un cercle familial resserré. Et donc il relie quelque part ses souvenirs d'il y a 35 ans. Donc on a un témoignage extrêmement précieux d'un homme assez âgé, il a 85 ans à ce moment-là, qui relie au début du XXe siècle un événement
intime et un événement en même temps national qui a eu lieu 35 ans auparavant. Comment vous décririez ces lettres, sa manière d'écrire, ses réflexes de langage, ses réflexes d'écriture? Comment est-ce que, quelles sont les caractéristiques que vous pourriez donner de ces archives, de ce témoignage? C'est assez difficile parce que une correspondance par défaut c'est assez stéréotypé. Hein. L'écrit épistolaire au XIXe siècle est extrêmement courant, surtout pour ces classes bourgeoises, notables, qui ont l'habitude d'écrire. On s'écrit dès qu'on n'est pas présent. On écrit beaucoup. Hein. Il écrit quotidiennement, mais c'est quelque chose qui est assez habituel finalement. Donc c'est une écriture assez stéréotypée où on retrouve à la fois des termes d'affection facilement. Donc lui il commence toutes ses lettres par ma chère amie pour parler à sa femme qu'il tutoie et puis il s'adresse également à ses enfants. Donc on s'adresse à la famille, aux proches, on donne des recommandations, on raconte également son quotidien. Voilà, c'est vraiment une sorte de conversation assez badine, assez anodine la plupart du temps et qui est poursuivie quotidiennement de lettre en lettre. Parfois plusieurs lettres par jour même. Alors vous dites en introduction de votre ouvrage, les Français entrent au XIXe siècle dans une ère de l'archive. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette formule? C'est quelque chose de très concret, c'est que justement quand on travaille sur un personnage comme ça, c'est assez, surtout quelqu'un qui appartient à une classe particulière de la société, on y reviendra aussi sans doute, il suffit d'aller aux archives de Paris, aux archives nationales pour trouver des traces. Et puis il y a l'état civil, tout simplement. Bref, il y a des monceaux et des monceaux d'archives qui consignent les vies des Français ou des traces des Français, et en particulier de ceux qui prennent la parole couramment, qui ont des postes à responsabilité. Enfin voilà, il y a quelque chose où finalement l'écrit est omniprésent dans ce 19e siècle. Alors vous avez évoqué un petit peu son milieu social. Quel est-il? D'où vient-il ce haut fonctionnaire? Alors c'est un notable, véritablement. J'insiste beaucoup là-dessus sur ce terme de notable parce que c'est une classe sociale extrêmement importante pour le 19e siècle. C'est finalement un peu l'héritage d'une frange supérieure du tiers-état. C'est celle qui a fait la Révolution en 1789. C'est celle qui profite largement de 1789 et de ces régimes successifs. Alors beaucoup parlent de bourgeoisie à l'époque déjà, on parle de bourgeoisie et lui-même d'ailleurs s'auto-définit comme bourgeois, un terme qui aujourd'hui est plutôt connoté négativement mais qui à l'époque est une véritable identité sociale. Et donc c'est cette notabilité, cette bourgeoisie, c'est cette frange de la population sur lesquelles la plupart des régimes du premier 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle vont s'appuyer. Donc ce sont ceux qui sont avocats, fonctionnaires, il y a des hauts gradés militaires également, des procureurs, etc., etc. Toutes ces personnalités, ces métiers qui véritablement constituent des piliers de la société depuis peut-être le Directoire, plus encore depuis le régime de Napoléon Ier. Quel est l'entourage familial de Léon Decker, à qui il écrit, de qui il reçoit des lettres, et qui sont les personnalités, les hommes qui l'entourent, qui lui sont chers, et qui vont être l'objet également de votre étude et de vos commentaires? C'est sa famille proche, la famille nucléaire véritablement, qui est aussi là quelque chose qui est très présent au 19e siècle. Donc sa femme en premier lieu, il s'agit d'un mariage d'amour, une femme dont il est très proche. Et puis ses enfants, il en a 4, 2 filles et 2 garçons, en particulier qui composent véritablement l'environnement proche. Il y a évidemment aussi son frère qui revient fréquemment et qui habite avec lui, proche de lui à Paris et qui est prêtre. Et puis on trouve également au plus proche, et là de manière un peu plus secondaire dans les lettres, mais on y reviendra peut-être aussi, sa domestique, sa cuisinière qui habite dans la famille, au sein de la famille depuis une vingtaine d'années, et qui partagent donc le quotidien véritablement, même malgré les rapports de hiérarchie qui existent nécessairement entre maître et domestique. Alors on a tendance parfois à l'oublier un petit peu, mais la religion a une véritable place dans cette société du 19e puis du début du 20e siècle, même si tout le monde ne croit pas systématiquement. Vous insistez néanmoins sur l'héritage janséniste de la famille. Oui, tout à fait. Donc là, effectivement, c'est quelque chose que j'avais pas précisé tout à l'heure. Donc ce sont des notables de province aussi. C'est très important aussi dans sa propre lecture de lui-même parce qu'il s'oppose beaucoup à la population parisienne. Le binôme Paris-Province est quelque chose déjà de très présent au 19e siècle. Et effectivement, donc c'est une famille catholique, lui-même précise de vieux chrétiens. C'est sans doute important parce que ça permet à cette
société, à cette classe de catholiques de se distinguer finalement de ceux qui sont revenus à la religion à l'époque romantique des années 1820-1830. Donc il s'agit de vieux chrétiens et d'une famille avec un héritage janséniste. Donc le jansénisme, peut-être faut-il rapidement réexpliquer, il s'agit à l'origine d'une querelle théologique qui date du XVIIe siècle, une querelle qui finalement a rebondi au cours du XVIIIe siècle dans quelque chose de beaucoup plus social, de beaucoup plus politique, avec aussi une critique très forte de l'absolutisme du pape, de l'absolutisme du roi, et qui va trouver certains échos dans quelques milieux libéraux, mais qui a aussi des survivances au 19e siècle. Et ça, je l'ai appris finalement en travaillant ces archives, qu'il y a des survivances très rares au 19e siècle parmi des cercles très très rigoristes, notamment en province. On en trouve à Toulouse, mais également là où il y a un foyer effectivement important et d'où vient Léon Lescœur, dans le Mâconnais et dans ce village de Pierre-Clos, où on a une femme dont il va hériter de la maison et qui fait des prophéties, a des apparitions. Enfin, voilà, c'est une religion très violente, très rigoriste, très prophétique. Alors vous expliquez que donc évidemment il va se retrouver à Paris lors du siège de Paris, mais en fait il a deux phases de Parisiens. La première fois de 1838 à 1846, il reste 7 ans à Paris, donc il n'est pas du tout originaire de la région parisienne. Alors qu'est-ce qu'il y fait et comment commence-t-il sa carrière? Alors il monte à Paris comme finalement beaucoup doivent le faire déjà à l'époque, à savoir tout simplement pour poursuivre des études supérieures d'un certain type, parce que finalement une fois le baccalauréat en poche qu'il a obtenu dans un collège royal à Lyon qui appartient déjà à la frange supérieure de la hiérarchie urbaine, mais il faut passer une étape supplémentaire. Donc une fois avoir son baccalauréat en poche, il va à Paris et il va étudier à ce qu'on appelle à l'époque l'école. Il s'agit de l'école normale supérieure, dans cette école qui va le mener vers l'instruction publique, vers l'enseignement et vers l'agrégation qu'il va rater. Et ensuite, il entreprend donc néanmoins une carrière de fonctionnaire. Et dans ses lettres, c'est assez intéressant. Vous voyez un petit peu les tensions qu'il a avec l'administration, sa vision de l'évolution de sa carrière, des mutations. C'est un vrai témoignage de ce qu'était un fonctionnaire en fait dans cette moitié du 19e siècle. Tout à fait. Ça, c'était aussi un élément que j'ai beaucoup aimé travailler et découvrir. C'est cette vie de l'instruction publique dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc, c'est pas le pan qui est le plus mis en avant dans l'ouvrage, mais ça en compose finalement une grande partie parce que ça a trait véritablement à la vie de Léon Lescœur, et on verra, ça explique aussi en partie certains de ses positionnements, certains de ses rapports à l'événement 1870. Donc effectivement, il entre dans l'instruction publique au début des années, à la fin des années 1840 plutôt. Il va d'abord être enseignant, et puis il est pas très brillant, pas très bon professeur, ce qui se retrouve d'ailleurs dans les rapports administratifs que j'ai adoré parcourir. Là encore une fois, on parlait tout à l'heure de le 19e siècle comme ère de l'archive. Là, on a vraiment ça. On a des cartons et des cartons qui racontent petit à petit les tâtonnements de ce ministère de l'instruction publique, de cette école d'État qui se met lentement en place. Et donc, dans ces rapports d'administration, on nous dit que finalement, c'est pas un très bon professeur, qu'il est pas très bon orateur, et que s'il veut pas se diriger vers l'administration, ça serait quand même mieux. Ce qu'il fait à partir de 1854, il profite d'une réorganisation du ministère de l'instruction publique et devient inspecteur d'académie il va le faire traverser la France, d'abord à Niort, après à Grenoble, à Marseille, à Montpellier, et puis il va finalement terminer sa carrière à Paris, au ministère, dans les bureaux centraux. Alors, c'est-à-dire que vous avez complété le témoignage des archives et des écrits de Léon par d'autres archives nationales. Bien évidemment, parce que le travail d'historien consiste avant tout à recouper les sources. Il faut toujours considérer qu'une source est est une lumière partielle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu dire avec ce titre du premier chapitre qui s'appelle Portrait en kaléidoscope. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'il y avait de multiples images, de multiples lumières qui nous permettaient de reconstituer le portrait de ce personnage, même si évidemment on ne peut jamais véritablement ressusciter un personnage historique, ça serait un leurre. Donc on essaye par des jeux de lumière d'arriver à reconstituer un personnage. Donc effectivement, je pars d'archives de famille, mais nécessairement, très rapidement, on doit aller dans des fonds d'archives plus généraux. Donc les archives de Paris, je le disais tout à l'heure, les archives nationales, les archives départementales, qui sont des fonds extrêmement précieux. On a la chance en France d'avoir des dépôts d'archives extrêmement bien conservés, avec des gens qui sont très à l'écoute, qui sont toujours là, et c'est le moment de leur rendre hommage aussi, qui sont là pour vous accompagner dans la recherche,
recherche, qui vous apporte des trésors, voilà, avec beaucoup de bienveillance. Oui, c'est un monde qui peut paraître un peu obscur, mais quand on sait où on va et qu'on est bien guidé, on peut avoir une succession de découvertes et avoir un vrai éclairage sur l'histoire. Tout à fait. Et puis de toute façon, les tâtonnements sont toujours des moments assez heureux, hein, parce que finalement, il y a assez peu de cartons d'archives alors on peut être déçu quand on attend et quand on cherche quelque chose, mais qui frustre véritablement, parce que finalement on est toujours happé par une autre découverte qui nous fait rebondir de point en point. Donc ouais, le travail en archives fait partie de ces moments heureux de l'historien et du travail de l'historien. Il y a une anecdote que vous racontez dans votre livre que je vais vous laisser narrer à nos auditeurs sur le moment où il a les faveurs du régime impérial. Et puis peu de temps après d'ailleurs vient la disgrâce alors qu'il est à Marseille. Tout à fait, ouais. Ce qui m'a intéressé aussi là-dedans, c'est que cette instruction publique du Second Empire, c'est un peu une société de cour où il y a beaucoup moins de fonctionnaires et donc nécessairement il y a des jeux de grâce et de disgrâce qui se font régulièrement. Et Léon Lescoeur, qui est plutôt dans les faveurs à ce moment-là du régime impérial, qui a un poste avantageux dans l'académie de Marseille, il est très bien placé, voit arriver dans cette académie un personnage qui provient du lycée d'Alger, où il a eu des affaires assez retorses de corruption, de détournement d'argent, un personnage qui est assez connu et qui est unanimement détesté d'ailleurs, et qui a cette réputation assez particulière de particulièrement apprécier rencontrer des gens de la bonne société, qui ont de hauts appuis, et finalement quand Léon Lescoeur discute avec une institutrice qui veut rentrer dans cette académie et qui doit faire affaire avec ce personnage qui s'appelle Chabert, Léon Lescoeur lui écrit par lettre qu'elle n'hésite pas absolument à faire connaître à ce monsieur Chabert que elle a de hauts appuis elle-même et qu'elle est bien placée et qu'elle a une bonne famille. Et cette lettre tombe malencontreusement dans les mains de ce Chabert, qui va immédiatement le dénoncer à ses supérieurs, et s'ensuit une affaire assez rocambolesque, où finalement ça rebondit, ça se transforme en crise qui remonte jusqu'au ministère, ce qui peut paraître assez étonnant, parce qu'il semble que c'est une affaire locale sans gravité, et qui remonte aux bureaux centraux, notamment parce que ce personnage de Chabert a un petit peu des faveurs. Il semble qu'il ait participé en partie au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Il fait partie de cette société du 10 décembre. Et donc, quelque part, on estime que ce personnage doit être protégé. Ou en tout cas, c'est ce dont on peut comprendre entre les lignes. Et donc, Léon Lescoeur a beau écrire des lettres enflammées à son ministre de tutelle, finalement, la sanction est sans appel. Il doit quitter l'académie parce que il ne saurait être question qu'il y ait des tensions dans cette académie entre des personnages qui ne s'entendraient pas. Donc il y a une volonté absolument de lisser parfois les relations au sein de l'administration. Et donc, sa sanction, c'est d'être finalement exilé quelque part. C'est une forme d'exil à Lille. Nécessairement, quand on est à Marseille, qu'on a toutes ses affaires, qu'on a sa famille installée à Marseille depuis quelques années, devoir subitement déménager à Lille, c'est un peu compliqué. Donc, Léon Lescoeur négocie et finalement, il obtient que sa peine soit commuée en un exil à Montpellier, c'est quand même plus proche, mais qui est quand même vécu comme une forme de disgrâce. Il reste au soleil. Il reste au soleil, mais il ne loupe pas un déménagement, quoi. Et puis il va retourner à Paris, Léon Lescoeur. C'est sa dernière escale de carrière. Tout à fait, en 1868. En 1868, puis la guerre éclate. Alors, on va pas raconter toute la guerre de 1870, mais pour essayer de comprendre un petit peu l'état d'esprit des Français et notamment des Parisiens, est-ce que la guerre est une surprise ? La guerre est pas tout à fait une surprise. Elle est quand même assez surprenante parce qu'on ne pensait pas que l'enchaînement se ferait aussi rapidement. Puis elle s'est fait sur des choses assez anodines finalement. Donc on a beaucoup déjà parlé de ce déclenchement de la guerre de 1870. Effectivement, il n'est pas question ici d'y retourner complètement, mais en gros, la Prusse cherche à se réunifier avec le reste des États allemands. Elle a réussi en partie à unifier les États allemands du Nord. Il lui reste encore ceux du Sud, et elle cherche quelque part un ennemi commun à offrir à ces États allemands, et qui de mieux que ce rival français qui a cette réputation d'arrogance dans l'Europe de l'époque, qui également pour les États allemands représente un ennemi héréditaire du temps de l'époque de l'épopée bonapartiste.
de l'épopée napoléonienne, pardon. Et donc finalement, par un jeu assez compliqué, diplomatique, de malentendus, etc., l'empire et les cercles gouvernants, les cercles de pouvoir vont se lancer dans un conflit qu'ils n'étaient pas vraiment préparés à mener. Et donc en juillet 1870 est déclenchée une guerre contre la Prusse qu'on estimait finalement assez fragile, assez faible, qu'on méprisait un petit peu du côté des Français. Et surtout qu'on estimait qu'ils seraient incapables de s'unir avec le reste des États allemands, de toute façon, il serait assez simple de les battre. Et donc se déclenche cette guerre. Alors pour savoir véritablement l'atmosphère et l'ambiance et la vie des Françaises et des Français à ce moment-là, c'est assez compliqué parce que finalement on est dépendante de sources, là encore une fois. Et donc là c'est aussi très important parce que ça fait partie des renouvellements récents de l'historiographie sur la guerre de 1870. On s'est longtemps appuyé sur la presse, nécessairement. La presse a connu un renouveau très important sous le Second Empire, donc c'est une source assez facile pour la consulter. On a consulté également tout ce que l'État produit comme source, notamment les rapports préfectoraux qui font remonter des départements la vie des populations, l'esprit des populations, comme on disait à l'époque. Mais quelque part, c'est assez insuffisant parce que c'est toujours fait de généralité, que évidemment aussi dans un rapport administratif, on fait entendre à son supérieur ce qu'il a un petit peu envie d'entendre. On pose des alternatives qui sont des alternatives posées par le pouvoir elle-même. Et donc, on s'empêche quelque part de comprendre véritablement ce que peut être la vie et le degré de connivence finalement de la population vis-à-vis de la guerre en cours ou qui vient d'être déclenchée. Donc pour ça, les historiennes et les historiens sont penchés dans les dernières décennies sur les écrits, ce qu'on appelle les écrits du fort privé. Les écrits du fort privé, c'est finalement tout ce qu'on écrit et qui n'est pas destiné à être public, à être rendu public. On a les journaux intimes, on a les textes qui peuvent être pour diffusion familiale, et on a également les correspondances. Et donc là, on a des trésors parce que ça permet, en se penchant individuellement, ça nous permet de comprendre, en se penchant sur des cas individuels, ça permet de comprendre avant tout comment les Françaises, les Français peuvent se positionner par rapport à un événement qui arrive et qui débarque dans leur vie. Alors on peut pas penser la guerre, bien entendu, sans le patriotisme, qui est un thème à la mode, et on a l'impression que toute la France était très patriote et très volontaire à s'engager pour battre les Prussiens. Alors en lisant un petit peu ce qu'écrit Léon, vous nous amenez à nuancer un petit peu cette pensée-là. Vous dites d'ailleurs que le patriotisme de Léon n'est pas celui de la nation ni celui cher aux républicains de la patrie en danger. Je vous cite, donc c'est page 60. De quel patriotisme s'agit-il alors ? Alors lui déjà c'est un patriotisme plutôt de son foyer, de l'échelle locale. Tout de suite ses premiers réflexes dans les lettres commencent en août puisque nécessairement la correspondance commence au moment de la séparation. Donc il nous manque une quinzaine de jours au début du déclenchement qui nous permet pas également aussi de comprendre l'état d'esprit au moment T du déclenchement de la guerre. Et quand les lettres commencent en août, nécessairement les premières défaites sont le moment pour Léon de se dire que je pourrais éventuellement me rendre à Pierre-Clos dans le Mâconnais pour défendre le foyer. Et donc on se rend compte qu'ici l'échelle nationale est absolument pas prioritaire chez lui. Alors il s'agit pas de généraliser, et d'ailleurs justement c'est ce pourquoi on se tourne vers des écrits du fort privé, c'est pour éviter les généralisations abusives que font les rapports préfectoraux. Donc il s'agit pas de généraliser. Il s'agit de comprendre justement quels sont les rapports que certains individus, que certaines classes sociales peuvent entretenir, et de manière très ambiguë. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce couple que vous avez décrit très amoureux se retrouve séparé au moment du siège de Paris ? Alors tout bêtement, la guerre, il ne pensait pas que qu'elle durerait aussi longtemps. Je pense qu'il y a d'abord cette première étape-là, et puis l'été, c'est le deuxième mois de l'été. Il se trouve que c'est le moment du congé annuel, tout simplement. Donc la famille rentre dans la maison familiale de Pierre-Clos en Saône-et-Loire, tandis que Léon règle les dernières affaires au ministère, et puis s'apprête finalement à quitter la capitale comme il l'aurait pensé le faire, sans doute début septembre. Et donc la famille part à Pierre-Clos en avance, et lui est censé les rejoindre. Et il ne pourra pas les rejoindre puisqu'il sera surpris par le siège de la capitale. Alors que pense-t-il de la mobilisation des civils ? Est-ce que lui pense à s'engager, et comment il réagit quand il est évoqué l'idée que ses propres fils puissent
puissent partir combattre. Alors c'est là que c'est intéressant parce que vous parlez tout à l'heure de patriotisme. Et effectivement, l'idée c'est ni de dire que toute la France était patriote, ni non plus de dire que toute la France n'était pas patriote ou qu'il y avait un refus de la guerre. En fait, c'est justement en parler en ces termes absolus qui rend la chose absolument incompréhensible. Donc là ici j'invente rien, il s'agit finalement des réussites des travaux des historiennes, des historiens sur la Première Guerre mondiale, puisque finalement moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est pas tant l'histoire de la guerre, mais c'est le fait que la guerre produit des sources qui permettent de comprendre le social, et le social n'est pas aboli par la guerre. Donc là c'est les travaux dans la Première Guerre mondiale de Nicolas Mariot, de Frédéric Rousseau, de André Loez également. Ces travaux-là ont permis de nuancer, de comprendre avant tout que eh bien effectivement on rentre dans la guerre, on rentre dans un événement avec son environnement social et avec ses marges de manœuvre quelque part. Et donc effectivement Léon Lecker, très rapidement, l'idée c'est pas de se dire c'est est-ce que je vais m'engager ou je ne vais pas m'engager, c'est quels sont les choix qui s'offrent à moi. Donc il y a ce moment des premières semaines d'août où finalement il y a rien qui est réglé. Le service militaire, il y a un service militaire en France, mais il est assez complexe. Il est bourré de dispenses, d'exemptions. Enfin, il y a absolument pas le service militaire universel qu'on pourra trouver en 1914, bien que d'ailleurs il n'était pas déjà totalement universel. Et donc c'est un service qui est assez opaque. Donc il faut sans arrêt se pencher sur les lois, sur les décrets, et on les voit jour après jour décortiquer les textes de loi pour essayer de comprendre si oui ou non ils doivent se mobiliser, si oui ou non on risque de leur reprocher, et notamment ses enfants, hein, parce que lui a déjà 49 ans, donc il est déjà un petit peu hors sol, enfin hors génération, mais évidemment ses fils ont 20 et 22 ans, donc ils sont en plein dans la cible. Donc il décortique ces lois qui sont votées les unes après les autres dans des débats assez houleux à la Chambre des députés, et donc il suit ça au jour le jour pour essayer de savoir si ses enfants doivent s'engager ou pas. Et puis il y a également la Garde nationale qui est un peu ressuscitée à ce moment-là, qui était cette vieille milice bourgeoise citadine urbaine qui avait été fondée à la Révolution pour défendre finalement là aussi l'échelon local. Et il s'agit ici de relancer la Garde nationale un peu comme une façon de rappeler la patrie en danger. Et cette garde nationale, là, on a des textes extrêmement intéressants de Léon parce que on voit la multiplicité des identités sociales face à la mobilisation. Donc, en tant que père, il s'adresse à son fils en disant tu es comme moi mobilisé pour la garde nationale, tu ne dois donc pas te soustraire à ce devoir. Donc là, il prend un ton finalement assez sévère et assez strict. Et en même temps, à la fin et dans la même lettre, il retrouve ses accents un peu de bon. L'idée, c'est de dire, c'est de faire en sorte de se dégager de tout ça. Et donc, il finit par dire, mais de toute façon, on peut attendre 3 jours pour s'inscrire. Je ne m'inscrirai que le 3e jour et pas avant. Et puis finalement, un mois plus tard, il est toujours pas inscrit parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait l'éviter. Donc là, on voit toute cette ambiguïté d'engagement qui n'est jamais si simple. Et inversement, on a des lettres de contemporains qui, eux, manifestent, montrent leur engagement, mais c'est aussi parce que quelque part, ils ont des ambitions politiques à faire valoir et que ça fait bien de s'engager très tôt dans la garde nationale. Donc très rapidement, cette notion d'engagement, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet aux acteurs de se positionner dans la société. Et donc on voit bien Léon Lecker essayer de mesurer justement la justesse de l'engagement. Donc il critique ceux qui sont zélés et qui vont trop loin, et inversement, il critique ceux qui ne font rien, qui vont partir et qui délaissent un peu la mobilisation. Vous avez parlé du fait qu'il décortiquait toutes les lois à l'Assemblée pour savoir s'il devait ou pas s'engager, sur quel pari il pouvait faire sur le potentiel engagement de son fils ou pas. En fait, vous expliquez qu'il lit énormément la presse et qu'il en fait des comptes rendus dans ses propres correspondances. Tout à fait. Il dit lui-même d'ailleurs à un moment donné que ses lettres sont des bulletins de journaux, ce qui est assez évident, puisque finalement l'événement, et là encore une fois on revient sur l'histoire de l'événement qui est finalement l'autre pan important pour moi de cet ouvrage, c'est ce que c'est qu'un événement, et c'est un événement qui sature véritablement le quotidien de ces Parisiennes et ces Parisiens. Alors surtout pour les Parisiennes et les Parisiens nécessairement, puisqu'ils sont quelque part aux premières loges, on est proche du pouvoir, on est dans cet endroit où on se fait témoin assez naturellement. Donc l'événement est saturé aussi par le rôle de la presse. On l'a dit tout à l'heure, la presse a connu un énorme essor sous le Second Empire, et nécessairement on lit beaucoup l'actualité pour s'informer quasiment en temps réel. Il y a vraiment une quasi-synchronie avec le front, puisque dans là on parle surtout du mois d'août, du début de la guerre, où le front est assez éloigné, il est encore assez loin de la capitale. Le front se trouve en Alsace, en Lorraine, et dans les Vosges. Et ce front éloigné, finalement, il est
très présent par les correspondants de guerre qui vont écrire dans les journaux, par le télégraphe, et qui vont apporter des informations qui sont à 24 heures. Comment est-ce qu'il se positionne, lui, en tant que provincial, par rapport à ses voisins, les Parisiens? Est-ce qu'il les juge? Est-ce qu'il les apprécie? Est-ce qu'il a hâte de quitter Paris? Non, il aime pas Paris. Il aime pas Paris, il le dit plusieurs fois d'ailleurs, justement parce qu'il se sent provincial. Alors il habite une partie de Paris qui est quand même plus calme que le reste de Paris. C'est peut-être important de faire un peu de géographie parisienne ici, mais la rive gauche, encore aujourd'hui finalement, un peu, c'est la partie la plus endormie quelque part de la capitale. C'est pas celle qui est la plus animée. Le cœur vraiment du Paris du Second Empire et de la Troisième République, c'est les grands boulevards. C'est les grands boulevards, grosso modo, de la Madeleine jusqu'à l'actuelle place de la Nation, si on pousse vraiment très loin. Et ces grands boulevards sont des avenues plantées avec des cafés, des bistrots, avec des théâtres également. Et donc c'est là que se fait l'essentiel de la vie nocturne et de la vie parisienne, et c'est là aussi que s'échangent forcément les rumeurs, les discussions, les conversations. Léon s'y rend ponctuellement. Alors il est souvent jugé par sa femme quand il le fait parce que elle a peur qu'il s'expose finalement. C'est aussi le lieu où il y a des émeutes nécessairement. Mais lui il y va par curiosité, justement le moment où il veut être témoin de quelque chose, essayer de tâter le pouls de l'ambiance de la capitale. Mais on sent qu'il est en même temps extrêmement gêné par ça. Il est absolument pas favori de l'émeute. Hein. C'est quelqu'un d'ordre, donc l'agitation, ceux qui l'appellent les braillards, qui passent, qui manifestent, qui protestent, soit qui crient à Berlin, soit au contraire qui conspuent le régime impérial. Même si lui-même n'est pas également un fanat du régime impérial, il est pour l'ordre. Et donc il est extrêmement, effectivement, critique de cette population parisienne qu'il imagine très frivole, très légère. C'est le monde de l'affairisme aussi associé dans sa tête, de l'affairisme, de l'ambition, de la superficialité. Et donc c'est une population qu'il critique beaucoup. Est-ce qu'il a une pensée politique ? Alors il a une pensée politique que j'ai eu beaucoup de mal à essayer de reconstituer, et que d'ailleurs je n'ai que reconstitué que partiellement, sans doute. Déjà c'est une position politique qui a évolué avec le temps, ça on en reparlera sans doute entre ses lettres de 1870-71 et son texte de 1905. Son positionnement politique, on peut sans doute le placer dans une forme de libéralisme type peut-être monarchie de Juillet, c'est-à-dire d'un régime qui n'est pas favorable au suffrage universel, qui n'est pas favorable à la politique des foules finalement. Il n'est pas favorable au service militaire universel, et donc pas non plus au suffrage universel, mais plutôt une politique des capacités fondées donc sur ces notables dont je parlais au début de l'émission, sans doute libéral et assez peu intéressé par le type de régime. C'est-à-dire que finalement, que ça soit un empire, une monarchie, voire une république, quoique le mot à ce moment-là fait très peur, ça lui est égal tant que le régime est assez favorable à une forme de représentativité et assez favorable à sa classe sociale. Alors comment vit-il ce siège au quotidien ? Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il souffre des restrictions ? Quels sont les grands thèmes qu'il met en avant dans sa correspondance ? Alors donc du coup là on a avancé un petit peu, on se retrouve début septembre, enfin mi-septembre, au moment où la guerre est perdue en grande partie déjà par l'armée impériale en tout cas, qui a été battue le 2 septembre à Sedan. Napoléon III a abdiqué. Les armées allemandes marchent vers Paris parce que Paris est devenu, depuis 1840, étant fortifié, est devenu une place stratégique militaire. Et donc la capitale est assiégée à partir du 19 septembre par les armées prussiennes et allemandes. Et Léon Lecker est donc enfermé dans cette capitale pour 5 mois jusqu'à fin janvier 1871. Alors comment il vit ce siège ? Alors au début, comme la plupart des Parisiennes et des Parisiens, de manière assez facile, parce qu'au début c'est pas mal de la rigolade. Beaucoup disent finalement il n'y a pas de grande privation, et quand même très rapidement il y a des choses qui vont se faire sentir. La première, c'est peut-être l'ennui et la distance. C'est ce qui pèse sur beaucoup des témoins qu'on a, des écrits qui ressortent de ce siège. C'est évidemment l'isolement de ses proches, parce que ceux qui restent sont majoritairement quand même les hommes. La plupart, en tout cas, parmi les classes bourgeoises, ont réussi à faire partir leur famille en province quand ils le peuvent. Mais il y a également aussi des populations de banlieue qui sont rentrées dans Paris pour se protéger. Donc là, ici, il s'agit de familles.
Donc il y a cet isolement qui pèse beaucoup à Léon Lescœur, et puis il y a également la faim qui va progressivement se faire sentir, en tout cas l'inquiétude alimentaire. Alors lui essaye de la masquer en partie, sans doute pour plusieurs raisons. Alors il y a évidemment le fait qu'il écrit à sa femme, donc son but c'est de la rassurer, sans aucun doute. Il y a ce biais de la lettre nécessairement. Et d'ailleurs, c'est assez net dans les autres témoignages. Quand on compare, c'est évidemment plus facile de voir des témoignages sur la faim dans les journaux intimes que dans les lettres. Mais sans doute également parce que c'est pas celui qui va souffrir le plus des privations. Il a, on l'a dit, une cuisinière qui se charge pour lui d'aller faire les longues queues qui durent parfois plusieurs heures dans les boucheries, dans les commerces pour arriver à obtenir péniblement quelques de morceaux de viande ou quelques légumes qui eux en plus sont marqués par l'inflation de plus en plus, notamment parce que l'idée dominante à l'époque est le libéralisme économique, et que on a en horreur tout ce qui est rationnement, réquisitionnement, et donc on laisse pas mal le marché faire son travail. Alors vous parlez, vous dites en introduction de votre chapitre 4, derrière l'événement, la scène sociale ne disparaît pas. En fait, les restrictions, il y a une véritable expérience collective de la souffrance, des restrictions, de la faim, ce que vous expliquez très bien. Mais à travers les écrits de Léon, on se rend compte qu'il y a une persistance des catégories et des inégalités sociales. Bien entendu. Et donc ça, c'était aussi un point important à aborder, c'est que effectivement, un événement, ça ne masque pas la scène sociale, et que bien que le siège de Paris soit devenu un événement assez iconique pour les Français d'après la défaite, c'est un événement qui n'est pas collectif. C'est un événement qui ne peut pas nécessairement être vécu de la même façon qu'on soit un banlieusard ou un ouvrier au chômage ou un haut fonctionnaire qui persiste à continuer à avoir son traitement qui tombe tout seul. Alors certains témoins de l'époque disent que finalement ceux qui auront peut-être le plus subi, mais ça on retrouve finalement des termes actuels, ce seraient les classes moyennes, ce seraient les classes intermédiaires, ceux qui ne bénéficieraient pas des aides non pas de l'État mais de la municipalité et du gouvernement, ou inversement ceux qui sont petits propriétaires et peinaient parce que le gouvernement avait mis en place un moratoire sur les loyers pour les classes populaires. Bon, il est assez difficile finalement de savoir qui a plus souffert que l'autre, et il ne s'agit pas de compter les points, mais l'idée c'est vraiment de montrer que forcément dans nos sources biaisées, partielles, on ne peut voir qu'une image particulière, une histoire de ce siège de Paris nécessairement. Léon finit enfin quand même par retrouver sa famille après 4 mois de captivité dans Paris. Il faut imaginer 4 mois d'emprisonnement, en fait. Certes à ciel ouvert, mais un emprisonnement néanmoins. Alors, on n'aura pas le temps malheureusement de revenir sur la suite de son aventure et de son épopée. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur cette nouvelle phase, cette nouvelle page d'écriture. Léon Lescœur écrit donc lors du siège de Paris, il écrit cette correspondance, mais il va y revenir. Il va lui-même apporter un deuxième regard à cette période qu'il a vécue. Il parle quand même du début d'une décadence. C'est un drame français. Ce sont des mots assez forts. Tout à fait. Donc il parle du début d'une décadence. Alors nécessairement, il parle en 1905. Et 1905, l'eau a coulé sous les ponts, 35 ans plus exactement. Cet événement que on peinait forcément sur le vif à vraiment saisir dans son ampleur, à cerner, il s'est enrichi d'un certain nombre de lectures, de relectures qui sont politiques en particulier, et donc ils se sont chargés de nouveaux sens. Et donc c'est à la fois des sens politiques qui ont trait à la nation, de manière à la vie politique nationale, mais qui ont trait à la vie de Léon Lescœur, et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans le dernier chapitre. Donc en 1905, il a, je le disais, 84-85 ans. Il relit, semble-t-il, pendant l'hiver 1904-1905, ses lettres qu'il annote, qu'il griffonne, qu'il gribouille. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on a ce brouillon du texte qu'il va essayer de d'écrire pour ses petits-enfants. Donc un brouillon qui est parfois beaucoup plus incisif, beaucoup plus agressif et beaucoup plus violent. Donc on arrive à comprendre un petit peu les tâtonnements là-dessus et son regard sur ses lettres. Et donc en retrouvant cet événement, il est beaucoup plus dur, notamment beaucoup plus dur sur le gouvernement républicain, né de la guerre, né de la défaite, puisque le 4 septembre 1870, c'est le début de la Troisième République. Alors pas encore de manière institutionnelle, mais en tout cas les acteurs républicains arrivent au pouvoir.
Et cette république qui lui fait peur en 1870 parce qu'elle a une connotation de chaos, de désordre, de révolution, mais à laquelle il va progressivement se rallier parce que finalement le gouvernement provisoire qu'on appelle le gouvernement de défense nationale va faire le travail, concrètement, va porter la résistance française jusqu'à la toute fin de la guerre et jusqu'à l'armistice et la capitulation de Paris. Et donc ce gouvernement républicain auquel il se rallie finalement, puisque lui-même va continuer sa carrière au service de l'État républicain jusqu'en 1882, et bien finalement il va être beaucoup plus critique, beaucoup plus dur dans ce texte de 1905. Et ça se comprend parce que à ce moment-là il a un contexte lui-même individuel parce que sa carrière a un peu tourné court avec l'offensive laïque de 1882. C'est Jules Ferry qui est, je le rappelle, ministre de l'Instruction publique, et lui est mis à la retraite 14 jours avant la loi qui va déclarer la laïcisation de l'enseignement primaire. Donc c'est un moment de rupture pour Léon qui, je le rappelle, est un catholique, même si, et ça j'en parle longuement aussi, il a un positionnement de chrétien là-dessus qui est très complexe, puisque lui-même n'est pas du tout opposé à l'idée d'un enseignement d'État partiellement sécularisé. Mais il est, pour X raisons, qu'il ne s'agit pas de rentrer et de détailler ici, opposé à la vision laïque républicaine. Et donc 1905, c'est également l'affaire des fiches et le gouvernement de l'Union des gauches d'Émile Combes, qui est beaucoup plus offensif sur le plan de la laïcité, qui est beaucoup plus offensif également en termes d'anticléricalisme. Et donc il va nécessairement relire ce passé avec une très très grande hostilité pour la République et le régime républicain. Donc nécessairement il lui accole toutes les responsabilités de la défaite. Oui, c'est la Troisième République, c'est vraiment une période où d'anticléricalisme très fort et où la question de l'école est vraiment centrale et polarise toutes les tensions entre les différents partis politiques. C'est très important de le redire, surtout que vous en rendez bien compte en relisant les archives, à quel point le débat sur l'école et le débat sur la religion a une place centrale. En quoi, alors vous l'avez un petit peu dit déjà, mais en quoi cet anticléricalisme va-t-il influencer sa relecture de ses écrits passés ? Alors, comme je le disais, effectivement, comme il est mis à la retraite du fait sans doute de ses positionnements plus favorables à une certaine influence de l'Église, encore une fois, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est difficile à résumer en quelques mots. Ce positionnement, cette offensive laïque, d'abord des années 1880, parce qu'il s'agit pas de prendre la Troisième République comme un bloc qu'elle n'est pas. D'abord dans les années 1880, offensive plus soft que celle qui va avoir lieu surtout au tout début après 1902 avec ce gouvernement Émile Combes. Finalement il va associer cette politique anticléricale républicaine au programme des francs-maçons et développer finalement tout un récit qui est le récit catholique dominant à l'époque d'un complot maçonnique et qui le relie nécessairement à la défaite, puisque dans ces cas-là 1870 est un moment, comme vous le disiez tout à l'heure, de début d'une décadence, d'une humiliation de la France, et ici finalement l'allemand est assez éloigné, c'est pour ça qu'il faut vraiment quitter cette idée qu'il y a absolument la revanche, etc. La revanche est au second plan, on règle les comptes du ménage en interne quelque part. Et ce qui compte avant tout, c'est moins les Prussiens, moins les Allemands, moins ce rival qui est présent, mais qui est quand même finalement assez éloigné, que les rivalités politiques à l'intérieur de la France, de savoir comment on relève cette France qu'on estime abattue depuis la défaite et quel modèle on lui applique. Et l'école ici est centrale puisque les républicains, on le sait, vont mener une politique de nationalisation quelque part. On nationalise avec les chemins de fer, avec la langue, avec l'école, avec le service militaire égalitaire. Et l'école est centrale pour ce relèvement de la France. On avait parlé notamment de l'instituteur prussien qui aurait finalement été responsable de la défaite. Donc on veut copier un petit peu les Allemands sur ce point-là d'une école qui serait obligatoire et universellement pratiquée.
Je vous remercie Thibaut Monbazet pour cette présentation de ces archives. Ce que je trouve intéressant à souligner, bien entendu, c'est à quel point ce père de famille, ce Français du 19e siècle, écrit vraiment avec tout ce qu'il vit, et on s'en rend vraiment compte à la lecture. Enfin, quand vous citez la deuxième phase d'écriture, et je trouve que ça révèle aussi un petit peu l'état d'esprit de l'historien qui écrit malgré tout avec toute sa personnalité et toute son humanité. Je vous remercie infiniment pour cette belle interview. Et puis évidemment, je vous rappelle, chers auditeurs, le titre de l'ouvrage de Thibaut Monbazet, Une année terrible, histoire biographique du siège de Paris 1870-1871. C'est un livre qui est paru aux éditions Passé Composé, un éditeur que vous connaissez bien. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Nos Mémoires.